Dans l'histoire du Second Empire, on distingue généralement deux périodes, et donc nous allons étudier la première période, c'est-à-dire la décennie de l'ordre entre 1852 et 1859. Et tout d'abord, le contrôle des oppositions. La censure artistique est en principe totale, mais dans la pratique, elle est peu performante, car il n'y a pas assez de personnel pour tout surveiller. On épingle souvent des détails, mais on laisse passer des tirades subversives, comme chez Offenbach dans Orphée aux Enfers, qui est un texte où intervient l'opinion publique, un texte avec des orgies sur scène, et qui finit avec un French cancan endiablé de tous les instants. La presse est censurée. Le décret du 17 février 1852 reprend les lois de 1822 et 1849, c'est-à-dire autorisation préalable, cautionnement, droit de timbre, délit passible de la correctionnelle. Mais il y a une nouveauté, l'article 32 qui crée la notion d'avertissement. Et au troisième avertissement, le journal est suspendu pour 2 mois, ce qui va entraîner de l'autocensure. Le Moniteur universel devient le journal officiel du régime. La presse d'opposition a donc du mal à survivre. L'opposition libérale est dirigée par Adolphe Thiers et Rémusat, et elle se cantonne à certains journaux comme le Journal des débats, au Salon et à l'Académie française où siège Guizot, De Broglie et Montalembert. La plupart des chefs républicains et socialistes restent en prison comme Blanqui ou en exil comme Le Dru-Rollin jusqu'à l'amnistie générale de 1859, et parfois certains vont refuser cette amnistie et vont rester en exil jusqu'en 1870. La Marianne, société secrète républicaine, est traquée par la police. Le ministre de l'Instruction publique, Fourtoul, interdit le port de la barbe aux instituteurs comme symbole de républicanisme. Il supprime les agrégations d'histoire et de philosophie, jugées séditieuses. Les seules manifestations républicaines ont lieu lors des enterrements, comme par exemple celui de Raspail en 1853 ou celui de Lamennais en 1854. Les élections de juin 1857 voient une nouvelle fois le triomphe des candidats officiels, mais avec un taux d'abstention élevé de 35% et une poussée des républicains dans les grandes villes. Sur 10 sièges à pourvoir à Paris, 5 reviennent aux républicains. Hippolyte Carnot, Eugène Cavaignac, Gouchot, Darimont et Émile Ollivier. Les 3 premiers refusent de siéger pour ne pas prêter serment à l'empereur. Mais les autres constituent avec le Lyonnais Hénon et avec Ernest Picard et Jules Favre, élus lors des partiels de 1858, le groupe des 5, premier pôle d'opposition républicaine au corps législatif. Cette petite défaite conduit Napoléon III à durcir le régime face aux oppositions. À la suite de l'attentat de Felice Orsini, le 14 janvier 1858, qui fait 12 morts et 150 blessés, mais qui manque sa cible, est votée une loi de sûreté générale le 19 février qui vise à l'arrestation de suspects républicains sur simple décision administrative. 430 opposants sont déportés en Algérie. Deuxième sous-partie, l'alliance avec l'Église. Pour Napoléon III, l'Église s'oppose aux doctrines démocratiques et au progrès. Mais il a tiré de l'analyse du mémorial de Sainte-Hélène, de son oncle, que l'Église participe au maintien de l'ordre social. Napoléon III accompagne et encourage le mouvement de reconquête catholique. Il multiplie les mesures favorables à l'Église. Cardinaux admis au Sénat, augmentation du budget des cultes de 11% entre 1851 et 1859, construction d'églises, et il associe le clergé à toutes les cérémonies officielles. Il instaure une sorte d'ordre moral avec l'interdiction du cours d'Ernest Renan sur Jésus. Cet ultramontanisme et cette dérive cléricale inquiètent certains ministres. Mais il maintient la soumission de l'Église à l'État. Il refuse de rendre le mariage religieux obligatoire et d'abroger les articles organiques du Concordat. Il s'oppose au pape lorsqu'il s'engage dans une politique jugée contraire aux principes de 1789. Ainsi, l'encyclique Conta Cura de Pie IX et son célèbre syllabus, qu'on appelle aussi les 80 erreurs de notre temps, sont peu diffusés en France. En jouant sur l'illusion d'une politique cléricale, Napoléon III obtient le soutien des évêques et des catholiques libéraux comme Montalembert ou Lacordaire. Puis, lorsqu'il veut diminuer l'influence de l'Église, il va quand même réussir du coup à garder le soutien des catholiques. Dernière sous-partie, une politique de grandeur nationale. L'empereur veut redonner un rayonnement international à la France. Il engage une politique de rénovation urbaine des grandes villes françaises. C'est le sens de l'action d'Haussmann à Paris. De même, les expositions universelles
vise à renforcer l'image de la France en Europe et dans le monde. Celle de 1867 reçoit 11 millions de visiteurs. Napoléon III essaye de modifier l'équilibre européen issu du traité de Vienne de 1815. Il sort de son isolement diplomatique en s'engageant dans la guerre de Crimée en 1854-1855 aux côtés de l'Angleterre et de la Savoie. Grâce à l'héroïsme des Zouaves, les troupes franco-britanniques battent les Russes à la bataille de l'Alma, le 20 septembre 1854, mais le siège de la forteresse de Sébastopol s'avère interminable et décime 2/3 des troupes françaises. La prise de la tour de Malakoff par les Zouaves du général MacMahon permet finalement aux Alliés de s'emparer de Sébastopol le 10 septembre 1857. Le traité qui met fin à cette guerre est signé à Paris en 1856. Et pour saper les fondements de l'Europe du Congrès de Vienne, il se pose en défenseur des nationalités opprimées par la Sainte Alliance et notamment l'Autriche, d'où son soutien au Piémont dans l'unification italienne. Il marie son cousin, le prince Napoléon, à la princesse Clotilde, fille du roi du Piémont, en janvier 1859, après avoir conclu un accord secret avec Cavour à Plombières le 21 juillet 1858. Cela suscite l'opposition des milieux d'affaires qui ont peur du coût de cette guerre et de l'Église qui a peur du sort du pape. L'Autriche déclare la guerre au Piémont et la France se porte à son soutien le 3 mai 1859. Napoléon III commande lui-même les troupes françaises et remporte les victoires de Magenta et Solferino les 4 et 24 juin 1859. La menace d'une alliance entre la Prusse et l'Autriche amène Napoléon III à arrêter l'expédition italienne et à accepter la paix de Villafranca le 11 juillet 1859. En échange, la France obtient le comté de Nice et la Savoie. Il essaye aussi de rationaliser le développement colonial qui a été commencé sous la Restauration. L'étendue du domaine colonial triple et atteint 1 million de km² en 1870. La Nouvelle-Calédonie en 1853, la côte du Gabon en 1862, Madagascar, la Cochinchine et le Cambodge en 1863 sont intégrés au domaine colonial français. C'est au niveau de l'administration que l'Empire fait le plus avec la création du Comité des colonies en 1854 qui définit le statut des territoires d'outre-mer. En Algérie, l'empereur s'efforce de mener une politique originale associant les tribus autochtones à la possession du sol, le libre choix de la citoyenneté française aux musulmans. Il projette un royaume arabe protectorat dirigé par les chefs musulmans, mais l'hostilité du gouverneur MacMahon, des colons et de l'armée entraîne un échec.